Mais bonjour, donc nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Vincent Assante, qui est le président de l'ANPHIM. ANPHIM. Je mets toujours le P où il ne faut pas. Donc vous nous direz, de façon plus précise, dans un instant, qui vous êtes, quelle est cette association, depuis combien de temps elle existe et quelles sont les orientations prioritaires que vous avez depuis de nombreuses années. Mais il faut dire que là, on est dans le cadre de... donc on prépare, on peut dire, avec Daniel Simonet, les propositions pour 2020 sur Paris, mais vous êtes une association nationale, donc ça concerne bien évidemment aussi Paris. Et on est dans un cadre un peu spécifique et intéressant, puisqu'on est dans les 14 ans, février 2005, c'était la loi de 2005, donc on est 14 ans après. Donc voilà, donc ça nous semblait important et intéressant que l'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc il y a à côté de vous Élodie qui est votre assistante. Voilà. C'est ça. Alexandre est avec moi, donc Chantal et Alexandre, pour mener ce débat avec vous. Alors peut-être que la première chose, c'est rapidement de présenter votre association et les terrains sur lesquels vous avez mené le plus de luttes. Voilà. L'ANPHIM, ça veut dire Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, qui est née en 1952, à partir de l'amicale des anciens de Garches, qui était en 1952. C'est une époque de grande vague de la poliomyélite, fin des années 40 et toutes les années 50. Donc, elle va partir de le caractère indispensable qui se décide à l'époque d'aider les personnes qui vont devenir paralysées à la suite de la poliomyélite, pour essayer de les insérer dans le milieu ordinaire. À l'époque, vous imaginez un appartement accessible, une voiture appareillée pouvant être conduite par une personne paralysée des jambes, parlons même pas de paralysée des bras, les transports, rien n'était prévu pour la plupart des personnes handicapées. Et donc, cette association a commencé par des mouvements d'entraide, ensuite en prenant langue avec les différents financeurs, les DAS à l'époque, les DAS jouaient le rôle que jouent les départements aujourd'hui, plus évidemment à l'échelle nationale les représentants gouvernementaux, pour faire valoir qu'il serait nécessaire que la législation intègre un certain nombre de points pour répondre nationalement aux besoins, et localement auprès des communes ou pour des départements pour les questions de transport, et puis d'intégrer la question de l'accessibilité des logements. Voilà comment l'association s'est développée. Et par ailleurs, compte tenu qu'il y avait des personnes lourdement atteintes de polio qui restaient à l'hôpital et qui n'avaient d'autre choix que l'hôpital de long séjour ou le Mouroir, l'association a créé ce qui allait devenir des foyers médico-sociaux, des foyers de vie, des foyers d'hébergement, et donc a pris langue avec déjà dans un souci d'intégration, avec des bailleurs sociaux pour solliciter lors de la construction d'un ensemble de logements, par exemple 150 logements, réserver 8 à 10 logements, et pas simplement des chambres dans un foyer type classique, mais vraiment des logements pour des personnes handicapées moteurs, avec l'accord de la DAS qui finançait classiquement les foyers d'hébergement, mais qui, en l'occurrence, là, ne finançait pas un foyer traditionnel regroupant 30 ou 50 personnes, chacun ayant sa chambre, mais dans un lieu plutôt clos et souvent à la campagne, donc isolé, mais bien dans l'habitat social, dans la ville, un certain nombre d'appartements dans le parc social. Voilà l'orientation de l'association, d'où le mot intégration qui est toujours resté, même si maintenant on parle plutôt d'insertion, d'inclusion. Donc justement, parce que vous parliez du logement, est-ce qu'on peut en venir à ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple sur Paris, l'habitat inclusif? Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que ça vous semble intéressant? Est-ce qu'il vous semble que c'est une évolution plutôt positive? Tout dépend de ce qu'il y a dans le terme. Oui. Nous considérons qu'il y a une escroquerie derrière cette expression sémantique. Parce que on ne peut pas, un gouvernement ne peut pas dire « nous sommes pour un logement inclusif, nous sommes pour une société inclusive », quand en même temps on conçoit la loi Elan autour de son article 64 qui permet à ce que des logements neufs, je dis bien neufs, que les logements neufs, 80% des appartements, plus exactement neufs, ne seront plus
immédiatement habitable, sans travaux, que nous qualifions nous de majeurs, que le gouvernement qualifie de simples, autre escroquerie. Donc ça veut dire 80% de logements neufs qui ne sont pas immédiatement habitables par des personnes dites handicapées ou des personnes âgées en voie de perte d'autonomie, c'est évidemment énorme. Alors, pourquoi cette différence entre travaux simples et travaux lourds et conséquents, comme nous le disons? L'expression travaux simples, c'est nous qui l'avons employée avec quelques associations il y a 40 ans, lorsqu'on disait qu'il suffirait qu'on conçoive les WC à côté d'une salle de bain, qu'on puisse concevoir une cloison WC-salle de bain qui n'aurait aucun fluide, ni électrique, ni eau, et donc, du coup, on aurait plus d'espace pour des WC, on pourrait faire le transfert du fauteuil au WC, et on aurait plus de place, y compris pour la salle de bain. Ce mot simple a été repris par le gouvernement aujourd'hui pour dire que si une salle de bain, et elle ne le sera pas, accessible, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas les dimensions nécessaires, elle dit il suffira de déplacer les cloisons. Eh bien non, on n'est pas dans les bureaux, les cloisons, ça ne se déplace pas. On casse une cloison, on la reconstruit à côté. Si vous la reconstruisez à côté et que vous prenez de la surface sur la pièce contiguë, qui peut être une chambre, vous allez retrécir la chambre. Compte tenu qu'une chambre doit disposer de 10,88 m pour une personne en fauteuil roulant, si la chambre parentale, qui est généralement de, allez, on va dire 11 mètres, on arrondit, si vous lui enlevez 1 mètre, ça fait plus de 10 mètres, donc il va falloir recasser une autre cloison, par exemple la cloison entre la chambre et le séjour, pour pouvoir agrandir. Donc on ne peut plus parler de travaux simples, mais il s'agit bien de travaux majeurs. Et quand vous avez des travaux qui font intervenir le maçon, le menuisier, le carreleur, le peintre, et éventuellement, lorsque la salle de bain est contiguë, et si vous avez le malheur d'avoir la contiguë à la chambre, et que vous avez le malheur d'avoir la baignoire contiguë à la chambre, il faudra déplacer la baignoire, et donc vous aurez des travaux plus lourds, et vous aurez l'intervention d'un plombier. Et donc l'intervention de ce qu'on appelle un conducteur de travaux, pas un conducteur, un chef de travaux, voire un architecte, pour pouvoir faire toutes ces choses. On n'est plus dans le travaux simple, on est dans une fourchette de prix qui va aller peut-être de 6 000 euros à 30 ou 35 000 euros. 30-35 000 euros, c'est pas loin de 25 à 30% du prix d'un logement social, en particulier en province. Donc ne parlons plus de travaux simples. Il eût été beaucoup plus simple de concevoir que des salles de bain puissent avoir la surface requise. Et pour nous, la surface requise, c'est 2,70 m. Bien. Donc, pour une personne en fauteuil, et cela permettrait à des personnes âgées de vivre à domicile, et le jour où elles deviennent un peu plus dépendantes, et qu'ils ont besoin d'un fauteuil roulant, de pouvoir rester dans ce logement sans forcément avoir à changer d'appartement. Donc, oui, c'est une escroquerie que de dire que les appartements aujourd'hui sont conçus de manière inclusive. Et puis, si vous ajoutez à cela la prestation de compensation du handicap. Voilà. Donc il faudra en parler aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous avez effectivement interpellé le gouvernement et la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, sur cette question, parce que ça pose aujourd'hui de nouveau un problème. Oui, alors d'abord à la base, la prestation de compensation n'a pas été vue, a été vue de manière insuffisante, n'a pas pris en compte tous les besoins. Ainsi, une auxiliaire de vie va vous donner un bain, mais logiquement, elle n'est pas là pour nettoyer la baignoire. Elle va vous laver, mais elle n'est pas là pour rincer les gants. Elle n'est pas là pour rincer le lavabo. Elle vous amène aux toilettes, elle vous essuie, elle vous lave, mais elle n'est pas là pour nettoyer. C'est-à-dire toutes les tâches ménagères ne sont pas incluses dans la PCH. Oui. Mais enfin, c'est une aberration. Comment une telle chose peut-elle être possible? Alors, elle vous change le linge, mais elle ne peut pas le mettre dans la machine à laver et elle ne pourra pas l'étendre. Donc, depuis le début, alors là, tout le mouvement associatif à l'unisson demande que les tâches ménagères soient inclus. Oui, quand on parle de tâches ménagères, on ne dit pas d'aller tailler les arbres au fin fond du jardin. On parle bien de tâches immédiates par rapport liées aux actes essentiels. Liées aux actes essentiels de la vie courante. Oui. Ça, on ne l'a pas, on ne l'a jamais eu. Donc ça pose un énorme problème. Bien. Ensuite, compte tenu qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de PCH, il y a de plus en plus de demandes, mais le budget n'a pas augmenté. Il faut savoir que le budget est augmenté. Excusez-moi, le PCH, la PCH, vous pouvez nous rappeler d'où vient le budget pour oui, savoir de qui on parle et de quoi on dépend. Absolument. Eh bien, vous vous souvenez de la grande canicule qui a eu lieu en 2003 et le nombre de personnes âgées
Voilà. Et donc, l'ensemble des gouvernements, on va dire tous les acteurs, ont considéré qu'il fallait apporter des réponses, il fallait une politique de prévention et une politique de soutien à domicile. À partir de là, il a été décidé de financer plus largement ce soutien à domicile. Et donc, c'est le fameux lundi de Pentecôte, travaillé mais non payé, qui est venu alimenter une caisse particulière qui s'appelle Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et qui devait financer au départ l'APA, c'est-à-dire l'aide, l'allocation pour les personnes âgées, qui obéit à un certain nombre de règles et de fonctions, l'aide ménagère y est comprise, et la prestation de compensation du handicap pour les personnes reconnues dites handicapées, et là, les aides ménagères ne sont pas conclues. Mais ce budget, je dirais, est quasi constant. Bien. Et en réalité, le nombre de personnes augmente. Mais en plus, nous avons vu que ce budget qui était conçu pour accompagner les personnes, là encore, escroquerie sémantique, accompagner les personnes, au point de départ, c'était les accompagner dans leur vie à domicile. Or, sur ce budget, on a pris aussi des éléments pour financer des besoins en institution. Donc, si vous voulez, le budget qui n'est pas extensible, à partir du moment où il doit financer autre chose que le simple soutien à domicile, sans parler des gouvernements successifs qui ont pompé dans les caisses de l'argent pour financer autre chose, comme ils l'ont fait à la GEFIP, qui est le fonds pour l'intégration professionnelle. On prend de l'argent, on s'en sert pour autre chose, sans jamais rendre cet argent au fonds considéré. Il est évident qu'on a un manque. Le budget n'a pas grandi autant que les besoins. Et donc, du coup, sur le terrain, eh bien, vous avez une tendance à accorder moins d'heures aux personnes que leurs prédécesseurs qui ont pu avoir des heures au départ. Et vous avez eu des personnes qui ont eu un certain nombre d'heures, peu importe le nombre, 10, 15, 20, selon les cas, 24 même, et qui, au moment du renouvellement, tous les 5 ans, eh bien, ont les plus grandes difficultés à obtenir le même nombre d'heures, voire à l'augmenter, parce que parfois l'état de santé s'est détérioré, donc la dépendance s'est accrue et on aurait besoin de plus d'heures. Tant qu'on ne financera pas de manière plus importante au regard des besoins le soutien à domicile, on se retrouvera dans une situation où la grande perdante est forcément l'usager, la personne âgée ou la personne dite handicapée. Voilà le problème pour la PCH. Le nombre d'heures allouées est défini par la CNCPH au sein de la MDPH, c'est ça? Par la CDAPH, c'est-à-dire la Commission départementale d'autonomie de la personne handicapée, qui repose sur une équipe pluridisciplinaire, comme au bon temps des Cotorac il y a 50 ans, et qui va analyser vos besoins avec vous. On va vous demander quel est votre projet de vie. Est-ce que votre projet de vie, c'est de rester chez vous à regarder la télé show aux cartes, ou est-ce que votre projet de vie, c'est aller au musée, au cinéma, voir du monde, etc. Et donc, on va regarder quels sont vos besoins en termes de participation sociale. Mais surtout, on va regarder ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Est-ce que pour votre toilette, vous la faites tout seul, vous avez besoin d'aide partielle ou totale? Pour vous habiller, pareil. Pour faire vos besoins essentiels, pareil. Voilà, pour vous coucher, pareil. La nuit, avez-vous des appareils respiratoires? Avez-vous besoin d'une personne ou pas? Si oui, à quel rythme, etc. Bref, normalement, quand tout se passe bien, eh bien, on regarde tous les besoins. Ils sont codifiés. Hein, vous avez tant de temps pour la prise du repas. Vous avez tant de temps pour l'habillage. Hein, c'est assez limité, de manière relativement chiche. On a échappé à une manière encore plus chiche avec un guide d'utilisation qui avait été conçu en catimini, dont on nous disait qu'il était là juste pour analyser, évaluer, mais qui en réalité s'appliquait. Donc ça y est, c'est fini, la CNSA a retiré ce guide, mais n'empêche que c'est de manière chiche. Et selon le nombre d'heures à laquelle, d'un commun accord, parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire un recours, d'un commun accord on arrive, et bien on vous dit, monsieur, vous avez besoin de 15 heures par jour, et bien si vous faites appel à un service d'auxiliaire de vie, en province, selon le barème national, c'est ça, c'est pour un service agréé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, agréé, vous avez 17,77 de l'heure. Donc vous avez 10 heures, donc vous payez 177,70 par jour au service d'auxiliaire de vie pour les besoins, pour assurer les besoins du quotidien. Du quotidien, voilà. Non, le problème se pose donc parce que l'aide ménagère n'est pas prévue et parce que
les besoins ont tendance à être revus à la baisse. Et lorsqu'au contraire, les besoins se sont accrus, vous avez beaucoup de mal à le faire reconnaître. C'est ça la grande différence. Oui, et ce qui semble être un petit peu en contradiction quand même entre le discours sur l'inclusion et le fait quand même de diminuer les possibilités d'accompagnement des personnes en inclusion. Complètement, complètement. C'est pour ça le terme, le terme société inclusive, logement inclusif, habitat inclusif cache en plus des situations très différentes. Parce qu'on nous parle aussi d'habitat inclusif pour faire des habitats regroupés pour des personnes âgées ou pour des personnes dites handicapées dans un tissu social, chez des bailleurs sociaux, comme nous l'avons fait dans notre association il y a 40 ans, sauf que nous l'avons fait dans le cadre médico-social, que nous avons, même si le budget devrait être revu à la hausse, c'est très difficile de gérer tout cela, mais malgré tout, on a un budget déterminé pour cela et pour faire cela. Tandis que dans les habitats regroupés ou habitats inclusifs, soi-disant inclusifs, c'est la mutualisation, on mutualise, l'organisateur mutualise, avec l'accord du financeur, les heures de PCH des personnes. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez 12 heures, vous venez dans cet habitat regroupé, et chez vous, hein, vous désirez ne plus rester seul. Vous allez dans vous choisissez cet habitat. On vous trouve un appartement dans cet habitat, vous venez avec vos 12 heures, personnellement, il vous en laissera 10 heures à peu près, mais 2, vous devrez les concéder pour la marche générale. C'est-à-dire qu'on va prendre 1 à 2 heures, voire 3 heures sur la dotation de chacune des personnes pour financer, par exemple, le coordonnateur des AMP, des auxiliaires de vie qui va être mis à disposition. Vous voyez, bon. Et le problème, c'est que quand vous voulez partir, ça s'est déjà posé, il y a une pression psychologique qui est faite, parce qu'on vous dit, surtout si vous avez beaucoup d'heures, oui, mais tu te rends compte, si tu t'en vas, tu désorganises le service, ça va être très difficile, tu sais que les financements ne sont pas faciles à obtenir, tout le monde le sait, et donc il y a une sorte de culpabilisation qui est extrêmement gênante, si vous voulez. Non, si on veut faire de l'habitat inclusif, d'accord pour des petites unités, entièrement d'accord, comme nous l'avons fait dans le cadre médico-social, mais à condition que ce soit un financement ad hoc. Et si c'est un financement ad hoc, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un financement médico-social. Et ce n'est pas parce que c'est un financement médico-social qu'on a recréé une institution. Oui, parce qu'entre un foyer de 30 personnes, où chacun a sa chambre et tout est commun, et une petite unité où chacun a son appartement, comme dans notre association, on fait appel à l'infirmière de son choix extérieur, de son choix, le kiné de son choix, le médecin de son choix, la psychologue éventuellement de son choix, le taxi éventuellement de son choix, le coiffeur de son choix. Enfin, on est libre. On est libre de le faire. Et c'est ça qui permet à des personnes qui ont quitté des institutions de se rendre compte quand elles passent dans l'horizon, mais qu'après tout, peut-être, elles pourraient vivre en milieu ordinaire. Et donc, ça sert en quelque sorte de sas, de tremplin. Et notre rôle, nous, notre objectif, notre association, c'est d'accompagner ces personnes, non pas de créer un phénomène de rétention, mais au contraire de les accompagner pour aller en ordinaire. Mais vous disiez bien dans une discussion préalable que l'on a eue, pour vous, médico-social, c'est pas un gros mot non plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins des personnes, il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement permanent, lourd, etc., qui ne pourraient pas forcément vivre dans un habitat, même dit, inclusif. Bien sûr. Voilà. Bon, on n'oppose pas du tout les deux. On n'oppose pas du tout les deux. Il faut être particulièrement dogmatique pour dire que c'est la désinstitutionnalisation qui doit passer avant tout. C'est fonction des besoins des personnes. Vous voyez, il faut être souple. Ce qu'on a vécu, si vous voulez, c'est qu'il y a 60, 70 ans, voire plus, ou voire moins, la loi de 75 a entraîné une grande augmentation d'établissements. Comme le disait un président, quand il a été président, parce qu'il est mort maintenant, c'était Henri Lafay, qui était une personne qui avait écrit des bouquins sur le sujet. Henri Lafay disait l'institution, c'est une réponse indispensable pour quelques-uns, mais le terme m'échappe, c'est pas inutile, mais non conforme pour la grande masse des personnes. Voilà. Et je trouve qu'il résumait parfaitement bien la situation. Et c'est pas un hasard, c'est à son époque
que il est président de la Page, que la Page s'est considérablement axée sur l'intégration scolaire, y compris pour des personnes dont on disait qu'elles ne pouvaient pas bénéficier d'un environnement scolaire ordinaire. Je dis bénéficier d'environnement, hein, c'est pas une intégration sauvage où finalement la jeune personne, l'élève, finit au fond de la classe parce qu'elle ne peut pas bénéficier de l'ensemble. Hein, voilà. Donc, indispensable pour quelques-uns, mais insatisfaisant pour plus grand nombre. Voilà. Et nous considérons que cette remarque est totalement pertinente encore aujourd'hui. Pour continuer sur les points que l'on abordait là et qui ont été repris par vous au moment du grand débat et les questions qui ont été posées à Sophie Cluzel, il y a la question de l'allocation adulte handicapé. Oui, alors d'abord 2 mots sur le grand débat. Oui. Franchement, le grand débat, c'est une mascarade. Franchement, c'est une mascarade, c'est une supercherie. Quand vous avez un gouvernement, président de la République, qui fait une atelier français, en disant il n'y a pas de sujet tabou, mais on ne peut pas discuter de la politique que nous avons appliquée, donc en particulier fiscale et sociale, alors que tous les Français, à quelle classe sociale ils appartiennent, sentent bien qu'il y a des inégalités. Et donc le problème, un des problèmes centraux de la crise que nous vivons, il est au niveau des inégalités. Donc si vous commencez à fermer la porte comme ça, il n'y a pas de débat. Mais Sophie Cluzel n'a rien dit d'autre. C'est-à-dire que... donc secrétaire d'État... Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, en charge des personnes handicapées. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit parce que, pourquoi s'est-elle prononcée sur le sujet? C'est tout simplement que, dans le cadre de ce grand débat, il s'avère que des personnes handicapées, de manière relativement importante, ont participé à ce débat. Et des premières remontées, elle a été interviewée sur LCI il y a une dizaine de jours, où LCI faisait valoir que les demandes récurrentes, ça tournait autour de la hache, ça tournait autour de la retraite, ça tournait autour des aidants. Et elle a répondu que pour la hache, il n'était pas question de supprimer la prise en compte des revenus du conjoint, c'est-à-dire que en réalité, une personne dite handicapée, aujourd'hui, ne peut pas vivre en concubinage, ne peut pas épouser la personne de son choix, doit vivre en cachette avec elle, parce que ce sont ses revenus qui sont pris en charge. Tout ça parce que la hache est un minima social, bien évidemment. Donc il y a une possibilité de sortir de là. Donc elle le refuse. Et en plus, la hache, elle est assortie sous certaines conditions, pour un certain nombre de personnes, selon la situation qu'ils vivent, par ce qu'on appelle un complément. Un complément de rémunération qui, lui, va être... Il y a 2 compléments. Ils vont fusionner, mais ils vont fusionner sur le tarif le plus bas. Et en plus, on pense qu'environ 250 000 titulaires de la hache qui ont aujourd'hui ce complément ne pourront plus l'avoir. Donc on n'est pas dans une société inclusive sur la base pour laquelle on va vous augmenter les revenus pour que vous puissiez vivre un peu plus décemment. Non seulement la hache reste en dessous du minimum, comment on appelle ça, le minimum social. Oui, hein, voilà. En réalité, la hache, certaines personnes qui ont titulaires là vont perdre. Là où c'est vraiment une ignominie, je trouve, et je pèse mes mots, et je le regrette, hein, parce que Sophie Cluzel a été présidente d'une association de personnes handicapées. Elle s'est beaucoup battue pour l'intégration scolaire quand elle, encore sous Hollande, hein, faisait partie du Conseil national consultatif. Notre association a souvent soutenu ces revendications. Depuis qu'elle est devenue secrétaire d'État au Premier ministre dans le gouvernement Macron, c'est tout un autre discours, par exemple, et je trouve que c'est une ignominie, je pèse mes mots, quand on nous dit que si les citoyens handicapés veulent des citoyens comme tout le monde, il faut rentrer dans le droit commun. Donc, non pas d'âge spécifique pour partir en retraite, mais un meilleur accompagnement pendant le temps de travail. Écoutez, moi je veux bien, mais compte tenu de ce qu'on sait, les moyens financiers qui sont accordés en termes d'accompagnement, ne serait-ce qu'à domicile, et lorsqu'on sait les efforts que font des personnes dites handicapées à la suite de problèmes de maladie ou d'accidents, pour revenir sur le lieu de travail, les phénomènes d'usure qui existent, il est évident que cela apparaît comme une ignominie. Vous avez voulu en travail, très bien, partir comme tout le monde à 62 ans. C'est inacceptable, totalement inacceptable. Voilà où nous mène une sorte de néolibéralisme complètement aveugle. Et pour la question des aidants, le problème, c'est que tout à l'heure, je vous disais, donc vous avez droit à un certain nombre d'heures au titre de la PCH, et vous avez différents choix. Vous pouvez prendre un service d'auxiliaire de vie, vous pouvez prendre votre aidant familial ou un mixage des deux en déterminant tant d'heures et tant d'heures. Autant que je me souvienne, je crois que l'heure à l'aidant familial aujourd'hui est de 3,81 de l'heure et est 5,70 ou 5,80 s'il doit perdre l'emploi. Or, non seulement c'est faible, en plus c'est forfaitisé, c'est-à-dire que si
L'aidant familial doit percevoir aujourd'hui à taux plein 960 euros. En réalité, je vais vous le dire, oui, c'est ça. Et donc, cette somme-là doit être déclarée aux impôts. Elle rentre dans le calcul des revenus, qui donc touche tout le monde, y compris la personne qui est titulaire de l'AAH. Vous voyez, puisque ça apporte des revenus à son conjoint. Donc, ça fait longtemps qu'on demande à ce que l'aidant familial soit exonéré. La réponse est non. Donc, c'est le même style que la lettre du président. Pas de sujet tabou, mais là-dessus, pas question de discuter. En ce qui concerne le deuxième jour qu'il proposerait en plus du lundi de Pentecôte, vous en pensez quoi? On ne peut pas être d'accord parce que ça veut dire que ce sont les salariés. Ce sont les salariés qui vont encore une fois travailler sans être payés. C'est un impôt déguisé. C'est une forme de gabelle, quoi. On retourne à l'impôt moyenâgeux. C'est pas possible. Parce que ce sont les salariés qui sont touchés. Non. La seule possibilité, c'est une réforme fiscale de grande ampleur qui tente à imposer tout le monde, et en particulier ceux qui gagnent beaucoup d'argent. On ne peut pas d'un côté, comment dirais-je, faire une loi, je crois que c'est Pacte, ou un CICE, où les actionnaires sont ponctionnés à 30%, indépendamment de leurs revenus généraux, et en même temps, donc leur faire des cadeaux, très clairement, et en même temps ne pas créer un impôt pour soutenir les personnes. À partir du moment où on est dans la politique néolibérale dite du ruissellement, qu'on aide les riches parce que ça fait rentrer de l'argent dans l'économie, c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, si ça marchait, ce serait parfait. Ce serait parfait, il ne faut pas être dogmatique. On sait très bien que ça ne marche pas. Ça aggrave la chose. Donc arrêtons, on est dans cette politique. Donc évidemment, les personnes dites handicapées, comme les personnes âgées, comme beaucoup de travailleurs, sont directement touchées par ça. Directement touchées. Donc on ne peut pas être pour la création d'un lundi de Pentecôte. C'est une manière totalement injuste. De ne pas payer les gens un deuxième jour de la semaine. Pardon? C'est une manière déguisée de ne pas payer des gens une deuxième jour. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Même s'il y a 0,3, les entreprises payent 0,3% de leur chiffre d'affaires, au même titre que les salariés. Hein. Vous voyez, parce qu'au début, ça se discutait beaucoup en 2005. Alors, finalement, c'est 0,3. On peut pas. Vous savez, c'est comme l'histoire de. On nous dit aujourd'hui que tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu. D'accord, mais tout le monde paye la CSG. Donc dire que les petits. TVA, hein. Et la TVA. Donc tout le monde paye la même. Voilà. Donc dire que les petits salariés ne contribuent pas parce qu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, c'est une escroquerie là aussi, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut aborder peut-être en dernier sujet la question de l'emploi? Parce qu'en particulier sur la ville de Paris, donc on sait que les entreprises doivent embaucher au moins 6% à partir de 20 salariés dans une entreprise. Bon, la ville de Paris, en 2018, dans son bilan d'étape sur la politique parisienne du handicap, dit qu'ils sont enfin arrivés à ces 6% d'emploi, voilà, qui est une obligation légale quand même. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple dans le public, il y a majoritairement les entreprises embauchent en moyenne 5,17% et dans le privé 3,3%. Donc on se rend compte que c'est encore quelque chose qui est très peu respecté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seraient vos revendications par rapport à ça, quoi, hein? Sur l'emploi, c'est quand même une grosse question. On a 18% de personnes qui sont en capacité de travailler, personnes handicapées, 18% au chômage, alors que le taux actuel de chômeurs est de 9%. En 1983, les MDPH n'existaient pas, c'était les Cotorep. Même chose, même mission. On a vu arriver dans les Cotorep un nombre incalculable de demandes de reconnaissance de travailleurs handicapés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'avec les restructurations qui ont été mises en place, toute la crise consécutive au premier et au second chèque pétrolier, qui a mis des années à se traduire dans la réalité, on a vu tout un tas d'emplois fermés. On a vu des usines fermées, on a vu des postes de gardiens liquidés, des postes de balayeurs liquidés, et c'était des postes qui étaient assurés
par des personnes dites handicapées, soit de blessures militaires, soit de blessures du travail, etc. Donc, au fur et à mesure qu'il y a eu moins d'emplois pour tous, les personnes ont été obligées de reconnaître, se faire reconnaître leur invalidité pour avoir droit au moins à quelque chose, et non pas à un chômage qui, à un moment donné, allait s'arrêter. Donc, ça veut dire que le handicap, là aussi, il était tout à fait tributaire d'un élément environnemental qui est le chômage. Alors aujourd'hui, dans la situation où on a un chômage très important, chômage de masse, qui dure, c'est très difficile de faire régresser le chômage des travailleurs handicapés. C'est très difficile. Parce que, comment se fait-il que jusque dans les années 80, les travailleurs handicapés, d'accord, légèrement, moyennement, pouvaient trouver un emploi dans les entreprises. Moi, je me souviens des jeunes qui ne faisaient pas la filière lycée-baccalauréat, mais qui sortaient avec un diplôme de secrétariat ou un diplôme de comptabilité, ne serait-ce que CAP, dans les années 60, paralysés, en fauteuil, avec des réseaux, un peu d'aide, trouvaient relativement vite un emploi. Aujourd'hui, malheureusement, pour la jeune génération, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je veux pas dire des carabistouilles. Si on ne règle pas massivement le problème de l'emploi pour tous, on ne réglera jamais de manière pérenne, fondamentale, importante, l'emploi des personnes handicapées. Alors, à partir de là, est-ce qu'il est néanmoins possible d'améliorer les choses au niveau de l'emploi? Beaucoup de choses ont été tentées par différents acteurs depuis longtemps, y compris par une partie du patronat qu'on pouvait qualifier de progressiste dans les années 90, pour rapprocher le travailleur handicapé de l'entreprise, pour amener les chefs d'entreprise à embaucher des travailleurs handicapés, et dont on a vu, au travers des études qui ont eu lieu pendant des années, que les chefs d'entreprise qui avaient accepté de jouer cela, parce qu'ils avaient eu connaissance d'une personne handicapée dans leur environnement, etc., qu'il y avait des possibilités, ils se sont aperçus que c'était un gain que d'avoir un travailleur handicapé, parce que, disait-il, je ne le mets pas en valeur, je le dis, ça prend, le climat social dans l'entreprise avait considérablement changé, et que donc les relations de travail avaient changé, et que le chef d'entreprise était aussi intéressé à ce que le climat social change, si vous voulez. Alors, je ne veux pas faire du travailleur handicapé un jaune, en quelque sorte, mais c'est vous dire que différentes pistes avaient été analysées et des études avaient été faites. Dire qu'il faudrait pénaliser un peu plus. Pour les grandes entreprises, oui, sûrement. Il y a des possibilités de contournement qui existent, mais par exemple, considérer que les entreprises qui donnent des marchés à des CAT, à des ESAT ou à des ateliers, enfin des entreprises adaptées maintenant, là encore une belle expression sémantique, ça ne devrait pas compter, je n'en suis pas sûr. Pas sûr du tout même. Parce que dans les ESAT et dans les entreprises adaptées, vous avez peut-être quelques travailleurs, moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qui pourraient travailler en milieu ordinaire, mais vous avez des gens qui auraient de grandes difficultés pour travailler en milieu ordinaire par le rythme de vie, le rythme de productivité et le niveau de compétence qui est demandé. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, moi, je ne suis pas... Dans notre association, on n'est pas pour fermer la porte à cela. Alors après, faire payer plus cher la contribution, moi, ce que je vois depuis des années, c'est que la GFIP, qui était le fonds qui reçoit ces contributions, d'une part, les gouvernements successifs se sont désengagés pour faire financer par la GFIP ce qui aurait dû être financé par l'État. Parce que quand la GFIP a été créée par la loi de 1987, c'était bien pour venir en complément de l'action de l'État, et donc du budget de l'État, pour permettre au plus près, réunissant tous les acteurs. Vous savez que la GFIP, dans ce conseil d'administration, vous avez le personnel, les syndicats, le patronat, les associations et deux personnalités qualifiées, généralement connaissant un peu le problème. Bien. Et donc, par exemple, ça revenait à la DGEFP, nationalement, de traiter des statistiques travailleurs handicapés de l'emploi. On a confié ça à la GFIP.
la comptabilisation des salariés dans les différentes entreprises, régionalement, ça a été confié à la GFIP au niveau régional. Ce qu'on appelait les EPSR, équipes de préparation et de suivi du reclassement, qui sont devenus en quelque sorte aujourd'hui, je raccourcis la période des Cap Emploi, étaient financés à l'époque 3/4 par l'État, 1/4 par la GFIP. Puis ensuite ça a été 50% par la GFIP, et maintenant c'est 100% par la GFIP. Donc, insensiblement, l'État s'est déchargé sur la GFIP des financements qu'il assurait. Quand on disait ça, et ça m'est arrivé plusieurs fois dire ça à des ministres, les ministres se mettaient en colère en disant c'est pas vrai, le budget général accordé aux personnes handicapées a augmenté d'année en année de manière régulière, quelle que soit les sensibilités politiques. Oui, d'accord, parce qu'il y a plus de personnes handicapées, donc il faut bien que le budget augmente très légèrement. Il suit l'inflation, il faut un peu mieux que l'inflation, mais on ne peut pas nier que l'État s'est désengagé en faisant supporter à la GFIP des charges qu'il supportait auparavant. Alors aujourd'hui, on dit la GFIP est en crise, il faudrait rapprocher la GFIP du FIP. Le FIP, c'est le fonds pour le public, parce qu'il n'y a plus assez d'argent, il faut repenser le modèle économique. Et soyons sérieux, si vous asséchez le budget par des transferts de charges, il ne faut pas s'étonner après que la GFIP... Et donc, à partir de là, la GFIP est obligée de trancher dans le vif. Ce qui explique que parfois elle tente des financements sur certaines actions pendant 3 ans ou 6 ans, puis au bout de 6 ans, elle abandonne. Et elle passe à autre chose. Oui, si elle pense que la nouvelle proposition, la nouvelle initiative peut être plus productive en matière de résultats, en matière d'emploi des personnes, plutôt qu'une ancienne qu'on abandonne, c'est pas illogique. Mais c'est vrai que ça donne un caractère, si vous voulez, haché, torturé de la politique à l'égard de l'emploi. Mais là encore, on revient au point de départ. C'est combien on met sur la table, comment on fait pour accompagner les personnes. Et puis après, vous avez évidemment les problèmes de transport, les problèmes de financement. Quand une personne handicapée, pour travailler, va avoir besoin d'un véhicule, il faudrait qu'elle obtienne des financements de manière beaucoup plus simple que ce qu'elle peut obtenir via la PCH. Parce que via la PCH, il y a des possibilités. Mais là aussi, vous voyez, on tape peut-être trop sur la PCH. Il y a peut-être ou alors ça relève de la PCH, mais il faut augmenter le budget, vous voyez. On en revient toujours à la même situation. Voilà. Donc beaucoup de choses à mettre encore à plat. Tout à fait. Mais par rapport à la question, puisqu'il s'agit de Paris, hein, l'une des choses qu'il faudrait veiller, alors je ne sais pas où on est, parce que j'avais vu que la mairie de Paris se posait la question, c'est de faire en sorte qu'on fasse mieux que l'article 64 de la loi Elan. Déjà, hein, au lieu d'avoir 80% d'appartements qui ne le seraient plus, ce serait bien qu'il y ait une négociation avec les bailleurs sociaux pour que dans Paris, tous les logements puissent être accessibles. Parce qu'on a une vraie crise du logement pour les personnes handicapées. Sur la PCH, il faudrait que le département de Paris, lui a plus de moyens que le département de la Lozère, par exemple. Il faudrait certainement qu'on mette au bout de ce financement compensation. Je ne pourrais pas vous donner un objectif de somme, mais c'est certain que le budget devrait être plus largement augmenté. Et au niveau de l'accompagnement scolaire, je suppose que, c'est moins ma partie, je suppose que beaucoup de choses sont faites, mais là aussi, il faut augmenter. Ça, ce sont des choses qui reviendraient sur Paris, sur donc, la compensation et sur l'accessibilité, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'à Paris, on a vu une stratégie parisienne pour le handicap 2017-2021, donc on est à mi-étape, il y a un bilan là qui est fait, mais avec peu quand même de choses très précises. Voilà. Donc je pense que c'est des questions qu'il faudra que nous on pose aussi et que Danielle pourra poser également en tant que conseillère à la mairie de Paris sur ce bilan d'étape qui est peu lisible en termes de résultats concrets. Voilà, on a l'impression qu'on est quand même beaucoup encore dans la volonté de faire, mais les résultats sont pas très lisibles. Voilà. Donc peut-être qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc on vous remercie. Voilà. Donc c'était notre deuxième audition dans ce groupe thématique handicap pour Paris en commun 2020. Donc on va continuer à œuvrer, à rencontrer des personnes.
Et voilà, et puis on sera à vos côtés si, évidemment, il y a besoin d'être présent. Peut-être à la fin du grand débat, il y aura peut-être quelque chose de fait avec une interassociation pour les personnes en situation de handicap, puisqu'il y a des choses quand même il y a peu de réponses, ou en tout cas des réponses négatives à vos questions. Voilà. C'est certain. Merci. Merci.